commencer. Je vois qu'on est 9 participants. Il y avait un petit peu plus d'inscrits. Il y avait 14 de mémoire ou 15. Donc, voici la deuxième conférence de la série des 3 conférences dans l'objectif de diffuser l'ouvrage qu'on a réalisé en fin d'été dernier, Le bois a un incroyable talent. L'objectif de cet ouvrage est de montrer comment se comporte du bois en extérieur. Comment se comporte le bois en extérieur. Alors, la première conférence est disponible sur notre chaîne YouTube. Nous l'avions enregistrée, on va faire pareil avec celle-ci. Donc, la première était sur les structures en extérieur. La seconde d'aujourd'hui est sur les bardages en extérieur, les bardages bruts et sans traitement. Et la troisième conférence sera sur les bardages avec traitement ou finition. Donc, tout d'abord, quelques généralités sur FIBois. On est donc une interprofession régionale à statut associatif. Notre rôle est de fédérer et représenter les acteurs de la filière forêt-bois dans le but de développer tout ce qui est production, mobilisation, exploitation, utilisation, transformation du bois. Et on a un gros rôle sur la promotion de la filière et donc des diverses utilisations du bois. Comme je vous le disais, donc on est à statut associatif. Si vous souhaitez nous soutenir dans nos travaux, on sera heureux de vous compter parmi nos nouveaux adhérents, pour ceux qui ne sont pas encore adhérents. Et je vois que parmi les personnes connectées, il y a des adhérents et je leur en remercie de nous avoir soutenus, pour certains, depuis de nombreuses années. La diapo juste avant. Si vous cherchez un fabricant de produits bois, un fabricant de bardage, parce que c'est le sujet du jour, ou tout autre type de professionnel de la filière, vous pouvez consulter notre annuaire d'entreprise qui permet de trouver donc, les entreprises soit en fonction de leur activité, fabricants de produits bois, bureaux d'études, menuisiers, agenceurs, etc., soit en fonction des produits qu'ils fabriquent. Et comme vous pouvez le voir sur la capture d'écran juste là, on met en avant nos adhérents en premier, et c'est bien normal. Pour rentrer dans le vif du sujet, un petit rappel, c'est que pour assurer une durabilité la plus importante possible d'un ouvrage, on dit souvent que ça vient de la conception architecturale et des points de détail. Il y a eu aussi une histoire de mise en œuvre et également une qualité des produits bois qui sont choisis et mis en œuvre. Et nous, on ajoute à ça la partie soins et entretien du bâtiment et de ses abords. Parce que si on livre un bâtiment, certes au début, il est ce qu'il est, il peut être très beau, mais si on n'en prend pas soin, on n'optimisera pas la durabilité du bâtiment dans le temps. Alors, concernant la durabilité, comme on vous l'avait dit la dernière fois, la longévité d'un bâtiment dépend, et des produits bois dépend de plusieurs choses. Elle dépend de la zone où on est, la zone géographique, et de la manière dont on est exposé. Donc, pour rappel, d'une manière générale, sur les côtés, les orientations sud et ouest, on a plus de pluie que du côté nord et est. On retrouve ces éléments-là dans la norme qui est citée dans le titre de la diapositive. En plus de cet élément-là, il y a tout ce qui est caractère plus ou moins piégeant ou drainant des assemblages. Plus on a l'eau qui est évacuée rapidement, mieux c'est pour le bois, d'une manière générale. Et la dernière chose qui a une influence, c'est la massivité des pièces de bois, c'est-à-dire plus elles sont grosses, plus elles vont mettre du temps à s'humidifier et plus elles vont mettre de temps à sécher également. Et plus les éléments sont petits, plus ils vont s'humidifier rapidement, mais également plus ils vont sécher rapidement. Dans cette norme, elle implique introduit une notion concernant la longévité du bois, qui sont des points de repère. Et cette norme est la pierre angulaire des différents textes, des documents des techniques unifiées, les DTU. On retrouve plusieurs longévités. Celle qui nous intéresse en général sur une application type bardage, c'est au moins une longévité 1,
donc entre 10 et 50 ans. Et du coup, le tableau qui est juste en dessous référence pour les usages donc classe d'emploi 3A et 3B, c'est-à-dire usage en extérieur fortement soumis à l'humidification pour la 3B et plus faiblement soumis à l'humidification pour la 3A. Vous avez des références de longévité en fonction des essences de bois. On peut remarquer par exemple les deux premières lignes, le châtaignier qu'on trouve peu dans la région et le chêne, que l'on trouve déjà beaucoup plus facilement, ont des longévités L2 et L3 en fonction des plus ou moins grandes expositions. Pour rappel, la classe de durabilité 4, qu'on peut voir pour le châtaignier et le chêne, c'est pour une utilisation en platelage. Donc, on a une longévité qui est intéressante, sauf contact avec le sol. Parmi les autres essences régulièrement que l'on peut utiliser, on retrouve le frêne, qui a une durabilité qui potentiellement est intéressante pour les zones assez peu exposées. On retrouve les essences que l'on retrouve sur beaucoup de bâtiments, le mélèze et le Douglas, qui ont des durabilités qui sont satisfaisantes. Et puis d'autres essences, pin maritime ou pin sylvestre, pour la partie. Donc, toutes ces informations sont pour les bois purgés d'aubier. Alors, comme je le disais au début, la première conférence s'intéressait aux bois en structure et en platelage. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux bois en vêture et plus particulièrement sur les bois bruts. Donc, on va vous montrer quelques retours d'expérience sur des bâtiments que nous avons pu photographier qui sont en région. La première référence est le groupe scolaire de Boue, où il y a une partie d'aménagement extérieur, mais vous pouvez voir sur les façades un peu plus au fond, une couleur homogène sur le bâtiment. L'architecte est Pierre Guillaume pour les bâtiments et l'agence territoire pour les parties aménagement. C'est un bâtiment qui a été livré en 2003. À chaque fois, vous retrouvez la page à laquelle on le retrouve sur l'ouvrage. Il y a quelques bâtiments qu'on va montrer là juste après qui ne sont pas dans l'ouvrage pour montrer quand on a des grisaillements qui ne sont pas homogènes. Là, une autre référence à Nuit-Saint-Georges, donc de l'architecte CPA Perche-Bougeot, livré en 2012. Là, c'est pour montrer donc, des aménagements extérieurs, mais sur la partie bardage, pour vous montrer qu'on a des bois qui ont grisé de manière uniforme et qui s'intègrent très très bien en termes le bâtiment, en termes de mixité des matériaux. On a quelque chose qui est vraiment très homogène entre la partie tôle, zinc sur la gauche, et puis le bois qui est sur l'autre partie de la façade. Une référence ici un petit peu plus ancienne qui date de 2001, la maison de la réserve à l'Abergement Sainte-Marie. Donc on remarque qu'on a deux expositions qui sont bien différentes sur les deux photos. Ce sont deux photos qui ont été prises l'année dernière. Donc sur la photo au-dessus à gauche, on est sur une exposition plutôt côté nord, donc assez peu exposée aux intempéries. Et puis sur la photo en bas à droite, on est sur la face arrière du bâtiment, donc une exposition soumise aux intempéries. Donc on voit qu'on a une teinte qui est différente entre les deux bâtiments, mais globalement, on a quelque chose qui est homogène par façade. Je sais que la façade sud, là, qui est plus grisée, elle est aussi en haut d'une. En fait, c'est plutôt en haut d'une vallée, donc plus de loin qui ramène la pluie sur la façade. C'est une théorie, je ne sais pas. Oui, on va montrer des références de bâtiments et des fois, il y a des choses qui se passent et on n'a pas forcément toujours d'explication sur pourquoi c'est la grise d'une telle manière plutôt qu'une autre. Donc ici, ce bâtiment qui date de 2005, donc il y a une quinzaine d'années. On n'a pas de photo à la livraison, il n'est pas dans l'ouvrage, mais c'était pour vous montrer la différence de grisaillement qu'on peut avoir lorsqu'on a une légère avancée de toit ou alors des légers décrochements sur la façade. Donc on voit cette différence de couleur. Comme on le dit à chaque fois, bon, c'est une histoire de goût, ça n'entrave en rien la durabilité du bâtiment, mais on a une façade qui est un petit peu moins homogène que si tout était gris.
Et après, voilà, il y a des maîtres d'ouvrage qui aiment et d'autres qui aiment moins. Donc, c'est à savoir, quand il y a un débord de toit ou des décrochements, on peut avoir des grisaillements qui ne sont pas tout à fait homogènes. Ici, l'exemple du centre de secours au Bouchou. Voilà, pour montrer, c'est un bâtiment qui a été livré il y a 13 ans maintenant. On peut voir la différence de grisaillement sur la partie qui est à l'abri. Après, c'est une zone qui est très venteuse, avec, on voit, il y a de la neige aussi, donc il y a pas mal de précipitations sur ces parties-là. Et on peut voir un problème de mise en œuvre sur la photo de droite, sur le bardage, où on a soit de mise en œuvre, soit de bois, soit de problème de conception. On doit manquer ici d'espace pour pouvoir permettre au bois de se dilater. Et du coup, le bardage est sorti de l'endroit où il devait être. Du coup, on a une protection des murs qui est un peu moins parfaite. Voilà, pour retourner sur les ouvrages donc, qui sont dans les bâtiments qui sont dans notre ouvrage, vous avez ici la référence d'une école maternelle à Valais, en Haute-Saône, livrée en 2005 par le cabinet BQ+A à PEM. Donc, vous pouvez voir que on est sur un bâtiment à toit-terrasse, il n'y a pas de débord de toit. On peut voir sur ce genre de référence que l'on a des façades qui sont vraiment très homogènes au niveau teinte. Alors là, on ne vous montre que de vue, mais sur l'ouvrage, il y a un petit peu plus de photos. Et vraiment, toutes les façades sont très homogènes en niveau teinte. Et on remarque que tous les bois qui sont vraiment bien couverts, qu'on voit l'entrée du bâtiment, ils ont foncé. Ça, c'est à cause des UV. Tout simplement, on a un composé dans la ligne qui s'appelle les chromatophores qui réagissent aux UV et qui foncent le bois. Ici, une fruitière à Sensé, qui est vraiment intéressante parce qu'on a des photos à différentes années. Donc, il a été livré en 2012. Je crois que la photo, donc c'est la photo de gauche, date de la livraison. Il y a une photo de mémoire en 2016, la photo au-dessus à droite. On a le bois qui a foncé, mais qui n'a pas encore vraiment grisé. Et puis une photo en 2020, donc où le bois a bien grisé. On voit l'influence du léger débord de toit. Et je pense que si on retourne dans quelques années, on aura encore une façade qui aura, ce coup-ci, peut-être pris sa teinte finale. Donc, c'est un phénomène qui peut être assez long. Ici, un exemple de bâtiment de stockage dans une scierie à Courrières, la scierie Regnault. Donc, vous avez la photo de la livraison en 1999 et puis une photographie de l'année dernière également. Donc, mon interprétation personnelle, c'est qu'en termes de visuel, la photo à la livraison est assez plate, je trouve, en termes de relief sur la façade. Par contre, l'utilisation de différentes orientations de bois fait un effet patchwork qui est assez sympathique, pour le coup, sur ce bâtiment de stockage. Voilà, ici une référence à Château-Royal, qui a été livré en 2010. Donc, on voit du bardage à claire-voie et puis des parties en renfoncement qui sont traitées avec un autre matériau, un matériau type panneau compact teinté. Et on a une solution qui est intéressante pour éviter d'avoir un grisaillement différencié. Si on avait mis du bois sur les parties de renfoncement, on aurait eu des teintes qui seraient pas partout les mêmes, qui ne seraient pas homogènes. De la même manière, alors on ne le voit pas forcément très bien sur les photos, mais au-dessus du bardage à claire-voie, il y a un petit élément métallique pour couvrir les bois de boue. Donc, on a quelque chose qui permettra à terme, dans la durée, je dirais, de protéger la partie la plus sensible, c'est-à-dire les fibres de bois qui sont tranchées, qui sont tranchées et qui permettent à l'humidité de s'infiltrer dans le bois plus facilement sur les parties de bois de boucle. Ici, une pharmacie à plancher bas, réalisée par l'architecte Amiot Lombard en 2004.
Donc, on a également un bardage à claire-voie et sur le détail, donc vous avez la livraison au-dessus à gauche et également une photo actuelle en bas à droite. Donc, on a un bâtiment qui a pris une teinte très homogène sur toutes les façades. Et vous pouvez remarquer sur la petite photo en bas à gauche, ils avaient réalisé des capuchons en matière plastique pour protéger les bois de boue également. Ici, un bâtiment à Épernay-sous-Gevrey, réalisé par Topoin Studio en 2016. Donc, c'est un bâtiment qui est un petit peu plus jeune que ce que vous a montré précédemment. Mais on a trouvé qu'il y avait des solutions qui étaient assez intéressantes. Sur la photo à gauche, vous pouvez voir, on constate sur le bâtiment qu'il y a un débord de toit qui pourrait engendrer, si on avait du bois, un vieillissement qui est différencié. Mais là, on utilise un matériau, il me semble que c'est du crépi sur cette partie-là. On a un matériau qui, je dirais, ne subit pas, qui peut être facilement lessivable, nettoyable, et du coup, qui ne va pas griser sur la partie où on a ce débord de toit. Et on l'a sur tout le tour du bâtiment. Vous pouvez regarder donc il y a sur la partie pignon, puis sur l'autre partie de la façade. Et de la même manière, on utilise, je dirais, on intègre les descentes d'eau de pluie. Donc ça, c'est sur la photo au-dessus à droite. La descente d'eau de pluie est intégrée dans la façade. Elle n'est pas en débord. Donc on a une solution qui est quand même assez intéressante à notre goût. Et puis sur la photo en bas à droite, globalement, sur les parties en renfoncement, est utilisé du panneau compact de couleur rouge, du coup, qui s'intègre assez bien avec le bois qui ici va foncer, mais va avoir moins tendance à griser. Ici, une référence à Pouilly en Auxois sur du logement. On peut remarquer que sur les façades qui sont très exposées, globalement, on est sur un enduit. Et puis que sur les autres façades, on est sur du bois. Et on remarquera que les panneaux pour fermer les fenêtres, on a pour l'instant une couleur très légèrement différente. Mais globalement, ces volets sont régulièrement fermés. Et du coup, on a un vieillissement qui est homogène sur la façade. Du coup, sur la référence juste après, non, ce n'est pas la référence juste après, excusez-moi. On est sur une autre référence à Messigny et Ventoux, où ici également, on a des façades qui sont relativement homogènes. Et on remarquera que plutôt que d'avoir un débord de toit, on a un élément ici qui permet de filtrer la lumière pour le confort d'été, mais qui ne va pas modifier le grisaillement du bois. On peut aussi voir la différence de grisaillement entre les deux façades et les deux expositions sur les deux photos. Pas tout à fait dans la même teinte de gris. C'est du détail. Donc là, voilà, ici une référence donc qui n'est pas dans l'ouvrage, c'est un bâtiment musée au haut du Thème, Château Lambert, en Haute-Saône. On remarque que les volets, surtout sur la partie inférieure, ce sont des volets en bois et ils ne devaient pas être souvent fermés. Du coup, on a une couleur qui n'est pas toujours totalement homogène. Et de la même manière, sur les panneaux coulissants sur l'étage, on a le panneau coulissant qui est sur l'arrière, qu'on voit sur la gauche de la photo, qui est plus clair que le panneau coulissant qui doit être souvent devant, en fait. Et du coup, voilà, on a en fonction de l'utilisation du bâtiment et de ses usages, un vieillissement qui peut être différencié par ce genre d'usage du bâtiment. Ici, un bâtiment où, comme je disais, on ne comprend pas toujours tout. C'est un bâtiment à Besançon. On a un système de caillebotis entre les différents niveaux, donc qui servent à la fois de protection d'été pour la thermique d'été, et puis en même temps de circulation. Donc on a le premier niveau qui a vieilli de manière homogène, et puis le niveau en dessous qui n'a pas du tout vieilli de manière homogène.
Bon, voilà, c'est quelque chose qu'on ne s'explique pas forcément. Sur la photo en bas à droite, vous pouvez voir qu'on a du rejaillissement. Alors, c'est un élément pour le drainage, c'est un élément, c'est pas du caillebotis qui est utilisé, mais c'est un élément en produit type béton préfabriqué qui a des percements. Et du coup, il y a quand même un rejaillissement qui est assez important, contrairement à ce qu'on peut avoir avec du caillebotis en métal, où on a des fines lames de métal c'est un produit qui est plus ouvert. Sur la photo actuelle à droite, j'attire votre attention sur le traitement de ce qu'il y a en dessous des menuiseries. Bien souvent, on va avoir des coulures le long des bavettes, et puis on peut avoir une teinte qui est différente juste en dessous des menuiseries. Voilà, ici, le parti pris a été d'utiliser un autre matériau. Voilà, ça permet de rythmer la façade, et de cette manière, on a un vieillissement qui sera homogène à terme. Voilà, c'est un bâtiment qui n'est pas encore très, très ancien. Ici, un bâtiment intéressant à Saint-Étienne-en-Bresse, la ferme des Sorbets, qui a été livrée en 2012. Elle est intéressante selon nous parce qu'on a des bardages verticaux, des bardages horizontaux, du clairvoie, du pas clairvoie. Et on s'aperçoit que finalement, on a une teinte qui est globalement assez homogène sur toutes les parties exposées, même si on a des techniques de bardage qui sont un petit peu différentes. Ce bâtiment est comme une zone ouverte, il n'y a pas vraiment d'éléments paysagers qui faut que l'humidité. Oui, on est sur une zone de plaine qui est, voilà, il n'y a pas de masque, il n'y a pas de bâtiment autour. Parlez un petit peu plus fort, le monsieur en rouge et pas son Ici, nom. un exemple de l'atelier d'architecture Aton à Besançon, avec des façades qui vieillissent de manière homogène. Bon, malheureusement, qui se fait taguer, on peut le voir sur la photo au-dessus à gauche. J'ai mis la photo, j'attire votre attention sur la partie à droite. Alors, on a des bois qui sont à clin, donc qui sont penchés, mais la dernière lame a été posée avec une parfaite verticalité. Et du coup, on a une zone ici où le bois, enfin l'eau, je pense, avec le vent, remonte dans une partie qui est plus protégée. Et du coup, la dernière lame n'a pas un vieillissement qui est homogène. Et à mon avis, elle doit commencer à pourrir légèrement. Alors, quand elle est placée là, je dirais que ce n'est pas bien compliqué de changer une lame. Mais pour avoir une durabilité qui soit maximisée, je pense qu'il aurait également fallu lui donner une légère inclinaison, comme les lames qu'on avait juste au-dessus. Voilà ici la référence de la maison du parc à l'Ajoux, qui a été livrée en 2004. Maison du parc du Haut-Jura. Donc on a des façades qui sont assez homogènes. Sur la photo en bas à gauche, c'est le bâtiment qui se trouve à gauche. Le bâtiment de droite est un bâtiment qui a été réalisé de mémoire en 2017 ou en 2018, où on a un bardage vertical. Et du coup, la photo est intéressante parce qu'on peut s'apercevoir que finalement, le bois peut prendre sa teinte, une teinte grisée assez rapidement, parce que le bâtiment est vraiment assez neuf. La photo de droite montre un détail où on est juste en dessous de menuiserie. Et au niveau des raccords des bavettes, on peut avoir des légères coulures d'eau qui engendrent une différence de teinte. Donc, on a une teinte, plutôt un noircissement au droit de ces jonctions de bavettes. Voilà, on est sur une façade là moins exposée. On remarque que le tabaillon fait un peu comme des petites flammes en termes de visuel. Mais voilà, sur les façades plus exposées, on aurait moins ce phénomène qui serait visible. Pas très loin de cette maison du parc, on a une chambre d'hôte à la Pesse. Donc on peut remarquer qu'on a sur les parties exposées des teintes qui sont vraiment très homogènes. Sur la photo au-dessus à droite, on voit bien des caillebotis assez larges qui ont été mis en place pour permettre à l'eau d'être drainée. On est sur un terrain avec beaucoup de pentes, donc du coup les fondations sont assez bas par rapport au niveau là. Et je pense que le maître d'ouvrage aussi évacue la neige qui arrive sur le bâtiment. Du coup, ça permet de conserver cet aspect drainant. Au niveau du traitement de l'écoulement des eaux, sur la photo de gauche, on s'aperçoit qu'on n'a pas un chéneau, mais on a une tôle qui est pliée
et qui permet à l'eau de ruisseler le long du pignon. Sur les zones en renfoncement, il n'y a pas de secret. Pour le coup, on a un vieillissement un grisaillement qui n'est pas homogène. On a des zones qui n'ont pas pris la pluie et du coup qui n'ont pas grisé. Ici, une école à Noyer-sur-Serein, livrée en 2014. C'était avec des photos prises un jour pluvieux. Donc, c'est pour vous montrer qu'on a des teintes qui peuvent être différentes en fonction de l'exposition. Donc, sur la partie couverte, on a un grisaillement qui n'est pas homogène, mais du coup qui va plutôt bien avec le décor qui a été mis sur le bâtiment, ces espèces de troncs d'arbres. Sur la partie droite, on a une teinte du bâtiment qui vire carrément au noir. C'était un jour de pluie. Et du coup, j'ai trouvé intéressant de montrer que quand on a des bâtiments qui ont une teinte grise par temps sec, par temps humide, on a des teintes qui sont un petit peu différentes. Et puis sur la droite, vous avez un détail des descentes d'eau de pluie, du coup, qui est camouflé avec des éléments en bois en bas pour éviter que les étudiants, je pense, se prennent dedans ou bien touchent à quelque chose. Et puis une signalétique, liberté, égalité, fraternité, qui permet en fonction de l'endroit où on se place, de cacher un petit peu cet élément qui peut être assez disgracieux sur la façade. Voilà, ici une salle de rencontre et de loisirs et des ateliers municipaux à Savigny-le-Sec, livré en 2010. Voilà, ce qu'on voulait vous montrer, c'est qu'on a un vieillissement qui est assez homogène. Avec, sur la photo de gauche, on voit qu'on a un bon décalage entre la partie bois et la partie sol, ce qui permet d'éviter, de protéger contre le rejaillissement. Sur la partie photo au-dessus à droite, où on a de l'enrobé qui arrive vraiment proche de la façade, on voit un petit peu de rejaillissement. Et puis sur la photo du dessous, on voit que les bois sont coupés pour permettre d'éviter ce rejaillissement. On a des petits galets qui permettent de drainer l'eau. Donc on a du coup des façades qui sont assez homogènes au niveau teinte. Toujours pour montrer ce genre de choses, des logements sociaux à Les Auxons, livrés en 2011. Donc on peut remarquer, voilà, pareil, une garde au sol qui est assez importante et puis qui épouse la topographie. Et puis sur le fond de la photo à droite, on peut remarquer que les accès au logement sont réalisés avec des caillebotis en métal, donc pour garder cet aspect drainant quand on arrive sur le logement et voilà, quand on se rapproche de la façade. Ici, une référence à Moirans-en-Montagne. C'est pour montrer que la gestion de l'humidité est importante pour le bois, mais pas forcément que pour le bois. Vous avez l'expérience sur la partie gauche plutôt du crépi, avec un sol qui est plutôt piégeant a priori, et on voit, alors certes qu'il avait plu, c'était un jour assez pluvieux, assez humide, mais on voit qu'on a l'humidité qui remonte le long du crépi, entre la partie brique et le crépi, et on le voit bien sur la photo du dessous. Quand on a quelque chose qui n'est pas assez drainant au pied de la façade, on peut avoir des désordres. De la même manière, sur la partie droite, le poteau qui est incliné, il peut y avoir plusieurs causes, qui est l'aspect incliné du poteau, je dirais, qui retient un peu plus l'humidité. Et limite, l'eau peut passer sur le dessous du poteau, s'il n'y a pas un profil à goutte d'eau, par exemple. Et autre chose, on est sur une maison de santé, et du coup, pas mal de personnes âgées, a priori, viennent avec leurs chiens, qui font leurs besoins sur le poteau, et du coup, on a une expérience malheureuse sur cette partie-là. C'était tout pour la partie voilà, sur les bois bruts. Comme la semaine dernière, on propose soit d'activer votre micro et puis d'échanger avec nous, si vous souhaitez partager votre expérience ou discuter avec nous tout simplement, ou via le fil de discussion de poser vos questions. Donc, je vois qu'il y a quelques personnes qui se sont exprimées. Qui demande si on a des sur l'application de saturateur, comme les exemples continuent à de toiture terrasse, est-ce qu'on peut dire comment ils se sont comportés? Alors, l'avantage de la toiture terrasse fait qu'on n'a pas de débord de toit. Du
coup, c'est vrai que les bâtiments qu'on montre et qui ont une teinte homogène sur les façades, globalement, sont des toitures terrasses. Après, on a aussi eu des références dans les différents palmarès où les récupérations d'eau de pluie sur des toits en pente existent. Et il y a des méthodes, je dirais, pour éviter des débords de toit. Chambre d'hôte à la Pesse, le Pignon est une surface vrillée pour l'interrogation. Le Pignon est sur deux. Ici, on n'est pas sur une surface vrillée, on est sur des surfaces droites, mais on a un petit peu comme deux bâtiments avec un espèce d'îlot central. Après, sur notre ouvrage sur notre ouvrage, je pense qu'il y a un petit peu plus de photos pour vous permettre de vous rendre compte. Voilà. Ou sinon, il faut aller dans la chambre d'hôte, ça peut être sympathique aussi. C'est un coin qui est assez sympa. Concernant les questions sur les saturateurs, je vous propose de revenir la semaine prochaine parce qu'on va aborder la partie sur les bois avec finition ou traitement. Et du coup, on pourra parler de ces aspects-là à ce moment-là. Question de Voilà Blanche. Comment pouvons-nous éviter la différence de teinte de vieillissement quasi systématique sous les bavettes métalliques d'appui de fenêtre? C'est une question qui n'est pas facile, en effet. Alors, comme je vous le montrais, il y a certains bâtiments où le parti a été pris de ne pas mettre de bois sur les fenêtres et du coup éviter cette différence de teinte. Après, il y a les solutions avec saturateur, je pense, qui peuvent donner des choses sympathiques. Voilà. Après, le DTU dit bien qu'il faut avoir un certain débord de la bavette. Donc, il ne faudrait pas tomber dans l'extrême inverse, c'est-à-dire on veut une bavette qui ne ressort pas, parce que pour le coup, on ne protégerait pas assez la partie exposée du bois qui peut reprendre l'humidité. Voilà, on dirait qu'il n'y a plus l'air d'avoir beaucoup de questions. En tout cas, comme on vous l'avait dit la semaine dernière, voilà, en fonction de vos projets, il ne faut pas hésiter à nous contacter, on peut toujours discuter. Et voilà. Comme on l'a dit avant, ce n'est pas une science exacte, il y a des choses qu'on ne comprend pas des fois. Mais voilà, il y a des personnes qui ont réfléchi, qui ont trouvé des dispositions constructives qu'on trouve intéressantes et du coup qu'on a partagées via ce PowerPoint. Il y a sûrement plein d'autres possibilités. Voilà, il faut se creuser les méninges. Je veux dire que ça dépend de chaque projet aussi. L'exposition, le paysage, le matériau utilisé, l'architecture. Écoutez, s'il n'y a plus de questions, oui, on met la vidéo sur YouTube. Donc, du coup, vous pourrez consulter le PowerPoint avec notre présentation. S'il n'y a plus d'autres questions, on va souhaiter une bonne journée. C'est le 26 mai la prochaine, il me semble. Et puis, du coup, on vous dit oui, dans 2 semaines. C'est ça. Merci bien. À bientôt. Au revoir.